Hey, alors je suis contente, stressée, un peu honte, ça veut dire je suis un peu honte et un peu honteuse de tourner un peu cette vidéo parce que déjà je suis contente de tourner cette vidéo, sinon je la tournerai pas. Ensuite je suis un peu stressée parce qu'il y a beaucoup de livres dont je vais devoir parler et je suis une caca pour résumer mon avis sur un livre en quelques minutes au lieu d'une dizaine de minutes, et un peu honteuse parce que là du coup c'est mon bilan du mois de la fantasy qui est donc le séquel de ma palle du mois de la fantasy. Et en fait quand tu compares les deux vidéos, ils ont pas vraiment la même gueule parce qu'en cours de route j'ai dû remodifier un peu mes catégories, ma liste pour essayer de bien remplir le challenge au maximum. Bref voilà, vous verrez. Pour le bilan général, ce mois-ci ça a été un peu compliqué niveau émotionnel. Alors rien de grave, hein, c'est juste au niveau de ma palle. Du coup genre au début j'avais pas vraiment le temps de lire parce que j'étais en période d'examen. J'étais en mode mais t'as été trop ambitieuse, pourquoi t'as mis tout ça, ça va te stresser pour rien. Et ensuite après la fin des examens je me suis remis dans le bain, j'ai bien avancé ma palle. Vers la fin du mois de mai, genre restait 3-4 jours, j'étais peu motivée parce que je venais de sortir d'une lecture assez difficile et on dirait que je parle d'une rupture. J'avais du mal à aller vers un autre livre. Je m'étais dit ouais il reste 3-4 jours, j'aimerais me lire au moins 2 livres, mais en même temps l'un des livres que je veux lire fait 600 pages, est-ce que j'aurai le temps? J'étais en mode alors que bref c'est rien hein, mais bon. Alors en tout j'ai lu 11 livres et j'ai rempli 10 catégories. Du coup 10 catégories sur 12, il y a 12 hein, 3 fois 4. Bah ça va en vrai, ça va, je pensais que ce serait pire, j'étais en mode mais je vais même pas remplir la moitié. Ce qui est cool aussi c'est que durant ce challenge là j'ai pu finir pas mal de séries. C'est comme un bon accomplissement concret durant le mois de la fantasy. Ce qui est un peu ironique d'ailleurs, c'est que dans le mois de la fantasy il y a un challenge qui s'appelle se brûler les ailes et c'est de s'imposer un défi. Et en fait mon défi c'est de finir une saga en particulier, et en fait c'est la seule saga que j'ai pas terminée, alors que c'est mon défi. J'ai terminé mes autres sagas qui c'était pas des défis, mais celui-là bref, voilà, bref. Et sinon, comparé à l'année dernière, c'est un bilan beaucoup moins bon au niveau des lectures, des découvertes que j'ai faites, parce que en fait le bilan de l'année dernière il était exceptionnel. J'ai eu 3, je crois, j'ai eu 3 coups de cœur, mais là j'ai fait y avoir un coup de cœur, mais sinon il y avait des bonnes lectures, il y avait quelques déceptions. Ah oui, pendant que je présenterai les livres, je préfère ne pas faire de résumé parce que ça me prendra trop de temps. J'aime pas faire ça et je préfère miser sur mon avis non spoilant pour vous donner envie au cas où si vous voulez lire. Et aussi pour les catégories, si vous avez regardé ma palle du mois de la fantasy là, genre j'avais fait des comparaisons avec Avatar, j'ai acheté une espèce de tableau et il va m'accompagner pendant que j'annoncerai les catégories. Cette intro a duré trop longtemps, je suis désolée, c'est horrible. Alors pour la catégorie de l'eau, voilà, alors ça c'est le début du tableau, c'est une des facettes. Je bouge pas pour pas que ça spoil, mais regardez, c'est trop beau. C'est Katara dans Avatar, si vous connaissez pas, carté. Pour la première sous-catégorie, c'était Voguer sur les flots, qui parlait de voyage, de piraterie, de bateaux, etc. C'est le livre que j'ai lu pile hier, que j'ai dévoré hier pour clore le mois de la fantasy. Il y a trop de livres. Le tome 3 de Steam Sailors, du coup j'ai fini la saga. Je préfère largement le tome 1. Le tome 1 reste mon préféré parce que ça a été une excellente surprise. Pour les tomes 2 et 3, j'étais moins enjouée, mais j'ai quand même passé un bon moment parce qu'à chaque fois que je retrouvais les personnages, ça me rappelait pourquoi je les aimais autant. Vraiment, il y avait juste des petites scènes un peu familiales, un peu fraternelles et tout. Genre je chialais en fait parce que je suis trop fragile pour ce genre de choses, et du coup c'est super bien, c'est hyper rafraîchissant. Déjà c'est drôle, et puis les personnages ils sont très touchants à leur façon, ils sont très uniques, ils ont leur personnalité à eux et en même temps ils ont ce côté attendrissant, ce qui est encore plus touchant venant de pirates qui pillent, qui tuent, etc. Tu vois, du coup c'est des personnages moralement gris, mais ils ont des valeurs qui les rendent très attachants. Par contre vers la fin il y a une espèce de romance, alors c'est un truc qui m'est arrivé 2 fois au cours du mois de la fantasy et c'est un truc vraiment pas agréable. Dans une relation en général hétéro, je perçois quelque chose genre de familial, de fraternel entre deux personnages. Du coup je suis hyper attendrie et d'un coup ça switch en romance et je suis en mode attends mais c'est à cause de moi parce que j'ai pas vu tous les signaux. Tu sais, ça fait un truc bizarre et t'es ouais ok d'accord, bon au moins ils ont pas de lien de sang, mais bref voilà. Mais en vrai dedans ça va, franchement ça va, je m'y adapte, ça m'a pas traumatisé quoi. Ensuite pour l'alchimie, du coup avec la magie, la sorcellerie et le druidisme, j'avais mis 2 livres. J'avais mis Le Geste du 6ème Royaume et j'ai mis Warbreaker, et je n'ai lu aucun des deux. Dans la sous-catégorie suivante, j'avais mis aussi 2 livres et du coup j'ai pris un livre et j'ai mis dans cette sous-catégorie de l'alchimie.
c'est pas grave si vous suivez pas. Ah, j'ai mal à la tête à force de parler. J'ai mis Cavalier Vert, le tome 1. Alors du coup c'est le début d'une saga et c'est vraiment très prometteur parce que j'ai passé un excellent moment, surtout que je venais de sortir de 2 sortes de déceptions. J'étais vraiment pas dans le mood de lire et lui m'a redonné envie parce que c'est dynamique. En fait tu vois il y a un cheval et je trouve que le cheval c'est une métaphore parfaite pour le livre parce que c'est un rythme haletant, c'est un rythme dynamique, vif. Il y avait plusieurs sous-intrigues qu'on découvrait à travers différents points de vue, du coup ça élargissait l'univers qui est hyper riche. Et puis aussi ce que j'avais adoré c'était les foreshadowing qui annonçaient en fait des plot twists que malgré les foreshadowing tu les anticipais pas forcément et du coup il y avait des plot twists vraiment stylés en fait. Il y a eu aussi l'action qui était pas mal imprévisible, genre t'es en train de te promener dans les bois et tout et d'un coup il y a un truc qui surgit et qui t'attaque et je trouvais que c'était vraiment bien fait au niveau de la plume. Genre l'univers il est assez glauque parfois parce qu'il y a pas mal de descriptions, quelques descriptions un peu gore. C'est contrebalancé avec certains personnages qui sont très rafraîchissants, enfin je sais pas comment dire mais ils dégagent quelque chose d'attendrissant, qui sont très attachants et l'héroïne par exemple elle est super cool à suivre parce que elle a des faiblesses, elle est vulnérable mais en même temps elle est courageuse, elle fait de son mieux et en fait son évolution n'est pas bâclée. Il y a juste ce côté un peu manichéen au niveau des personnages je pense. J'espère que par la suite ça va plus se nuancer. Le cast féminin qui est hyper badass parce que juste voilà il y a l'héroïne, il y a un autre personnage féminin aussi, il y a un autre personnage féminin désolée je me souviens pas des prénoms mais quand je les voyais j'étais en mode ah ouais elle est cool, elle est cool. Et puis aussi j'adore le cheval, enfin voilà, bref. Du coup j'ai trop hâte de continuer. Tirons la vague, du coup une saga. J'ai terminé la première partie, la première époque je crois, je sais pas, de l'Assassin Royal avec le tome 6. J'ai juste pas trop en parler parce que je garde pas un très bon souvenir, mais j'ai pas été entraînée, je trouvais que c'était lent, je trouvais que c'était redondant, répétitif. Je sais pas, il manquait un truc, il manquait une étincelle qui fait le charme poétique, mélancolique de l'Assassin Royal que j'adore. J'ai pas aimé la fin. Il y a un truc avec Buric. Alors je suis allée voir sur internet et il y a personne qui est choqué. Genre, il y a tout le monde qui s'adapte en mode oui c'est bon, en vrai je comprends. Et moi je suis en mode voilà, je vais pas spoiler c'est quoi, mais j'ai pas du tout aimé. Buric, c'était mon personnage préféré, c'est l'un des meilleurs personnages que j'ai pu lire parce que j'adore la figure qu'il est pour Fitz. La fin de ce tome, ça m'a un peu pulvérisé l'image que j'avais de lui en fait, et du coup voilà. Et ensuite pour la Terre, du coup de Toph. Non mais regardez-moi ça, c'est le même tableau hein. Parce qu'en fait, voilà, vous l'avez compris, ça change. Par contre, il n'y a pas Zuko. Alors que Zuko, tu vois, c'est le personnage emblématique de Avatar, il n'y a pas... Bon, c'est pas grave. La première sous-catégorie, c'était Petit Peuple, Vaisseau d'Arcane, le tome 2. Alors déjà, j'ai un coup de cœur pour la couverture, je sais pas, je la trouve trop classe quand elle est sortie, j'étais... Mon dieu, il me la faut. Alors Vaisseau d'Arcane, c'est une duologie que je vous recommande, mais de ouf, parce que c'est hyper riche, il se passe énormément de choses, ça a plein de plot twists, c'est incroyable, c'est hyper immersif et c'est génial. J'ai failli avoir un coup de cœur pour le tome 1. Je sais même pas pourquoi j'ai pas mis de coup de cœur en vrai, je sais pas, alors qu'il était génial. Le tome 2 il est excellent aussi. La force de ce tome c'est la profondeur psychologique des personnages parce que ils sont hyper bien construits en fait, ils sont très gris. Cette dualité entre la noblesse de leurs intentions et le côté moralement ambigu de leurs actions en fait, c'était hyper passionnant et en même temps il y avait même leur noblesse en quelque sorte qui était nuancée par l'égoïsme propre à chacun et leur vécu personnel. La plupart veulent tous faire quelque chose, ils veulent tous agir pour le bien commun, pour ce qu'ils estiment être le bien commun, mais en même temps ça va entacher leur sens moral, ça va porter atteinte, ça va nuire à leur humanité en fait. Tu sais plusieurs des protagonistes au point de vue divergent. Il y a pas mal de questionnements pertinents qui sortent au niveau de la guerre, pas mal de réflexions et les enjeux ils sont traités avec beaucoup de justesse et en fait ça m'a rappelé l'autre saga de l'auteur qui est Le Chant des Épines dans lequel j'avais adoré les mêmes qualités. J'adore en fait parce que l'auteur il essaye pas d'idéaliser genre le développement des personnages, les relations aussi, par exemple les relations entre les personnages elles sont si nuancées pour pas porter atteinte, pour pas bâcler le développement, l'évolution des personnages et rester logique dans leur écriture. Du coup c'est hyper bien et je vais pas spoiler mais il y a un petit peuple qui est un petit peuple mais quand même assez important, voilà, du coup je suis contente, ça rentre dans le challenge. Pour la deuxième sous-catégorie c'était Découvrons le monde avec l'école, l'apprentissage. J'ai lu le premier tome de Skyward de Brandon Sanderson. Alors c'est triste parce que j'avais mis 3 romans de Brandon Sanderson dans ma palle et au final j'en ai lu qu'un et ça a été une petite déception en plus. Voilà, bref. Ce que j'ai beaucoup aimé c'était le côté scolaire, ce qui rentre parfaitement dans la sous-catégorie parce que du coup tu vois l'héroïne qui développe des amitiés avec les autres personnages qui sont plus différents d'elle et du coup il y avait cette solidarité qu'ils apprenaient à développer au sein de leur classe et franchement je trouve ça trop pur au début, j'étais hyper attachée aux personnages et puis après il y avait 2 des personnages avec pour moi beaucoup de potentiel
qui sont morts. D'un côté ça rajoutait de la tension parce que je savais pas à quel moment les personnages pouvaient mourir, pouvaient souffrir ou quoi. Du coup c'était cool, mais en même temps j'étais dégoûtée quoi parce que ils sont morts hyper tôt. Il y avait aussi au niveau de l'héroïne qui est très attachante parce qu'elle prend maturité sur les questions notamment de l'héroïsme, de la lâcheté, qu'est-ce qui est lâche, qu'est-ce qui est courageux, qu'est-ce qui fait ta force et tout. Du coup c'était des réflexions plutôt intéressantes, genre ça m'a pas transcendé, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa à suivre. C'est juste au niveau de la technologie parce que du coup c'est la science-fiction et je suis vraiment pas habituée en fait, genre je trouve qu'il y avait pas mal de descriptions technologiques, ça m'a sorti l'histoire et je voulais pas me casser la tête et en fait je suis vraiment une grosse caca en fait pour piger ce genre de choses et je suis de plus en plus lassée. Du coup voilà, ça l'a pas vraiment fait, j'ai passé un bon moment avec le personnage mais au niveau de l'action je m'en foutais un peu. Et ensuite pour la dernière sous-catégorie c'était les doigts dans la boue, du coup un graphique c'est mon prof, un graphique, c'est vrai que ça ressemble à un graphique, bref. Alors de base je devais lire le tome 2 de Tingwan se fout, non mais regardez-moi cette beauté, et au final j'ai reçu celui-là qui est, alors vous lisez le titre vous-même hein, parce que j'ai la flemme, moi j'appelle SVSSS, enfin tu sais les, les initiales parce que la flemme. La couverture elle est trop magnifique, voilà c'est le tome 2, c'est de la même autrice. Je peux quand même vous parler brièvement de l'histoire pour peut-être vous donner envie parce que c'est assez spécial. En gros c'est un lecteur qui se retrouve propulsé dans le roman sur lequel il aime bien cracher, tu vois c'est comme si moi j'étais projetée dans ACOTAR. Oh putain, oh le cauchemar. En fait, il se retrouve dans la peau de l'antagoniste qui va finir par être torturé, par mourir dans d'atroces souffrances à cause du protagoniste parce que l'antagoniste maltraitait le protagoniste, du coup le protagoniste à un moment il se venge sur l'antagoniste et du coup notre lecteur qui est le héros principal, il va essayer un peu de changer l'histoire et en fait c'est un boys love. Du coup on sait qu'il va finir par pécho l'autre protagoniste, enfin bref voilà, je sais pas si vous comprenez. Et en fait c'est très drôle, c'est de l'humour noir ou de l'autodérision, du coup c'est génial. Et en fait dedans c'est un peu plus sombre parce qu'à la fin du tome 1 il se passe un événement majeur qui était très bien décrit, genre j'étais oh c'est ouais du NC. Je pensais que peut-être ça allait être traité légèrement par la suite et en fait du coup là on voit les conséquences de cet événement là sur ce tome 2 et c'est glauque et c'est noir et c'est beaucoup plus ambigu et complexe psychologiquement, mais du coup ça rend aussi leur relation un peu plus glauque en fait, tu vois. T'as l'un des personnages qui développe une obsession de plus en plus intense envers l'autre personnage et du coup ça m'était mal à l'aise. En même temps tu vois t'es fasciné, t'es captivé, t'es en mode jusqu'où ça va aller. Et aussi ce que j'adorais c'est que ça développait les autres personnages. Alors moi en général dans les sagas de l'autrice, ce que j'adore c'est les personnages secondaires, c'est le cast de personnages secondaires parce que ils sont hyper attachants, vraiment. On développait notamment une fille qui était dans le tome 1, le cliché de la fille niaise, naïve, qui sert qu'à mettre en avant le courage du héros dans ce tome là. Elle prend de l'importance et elle s'affirme plus, elle est plus indépendante, elle a un rôle beaucoup plus badass. Bon après elle est toujours un peu coconne, mais c'est pas grave, ça fait un peu son charme et c'est devenu ma fille et du coup je suis trop contente. Et vraiment les personnages féminins ils sont hyper stylés, enfin en général dans les sagas de l'autrice c'est toujours comme ça et bref voilà. Et ensuite pour la catégorie du feu, hey bah comme sur le tableau il n'y a pas d'image de Zuko, ce qui est aberrant, et bah au lieu de ça je vous propose mon cosplay de Zuko. Voilà, c'est pas aussi bien qu'un fanart, c'est un peu un Zuko version Lidl, mais je suis quand même fière de mon cosplay et regardez j'ai quand même pas mal bien fait la cicatrice et bref on arrête de perdre du temps et Alors se brûler les ailes qui était du coup un défi et mon défi c'était de finir la saga Greenbone saga en lisant les tomes 2 et 3 et j'ai pas pu lire le tome 3 parce que le tome 2 m'a bien suffi. J'ai fait un vlog sur le tome 1, normalement je devais faire un vlog sur la suite de la saga aussi et là j'ai un peu la flemme, ce qui est dommage. Ce tome 2 il est pas mauvais du tout parce qu'il y a beaucoup de qualités qui m'ont transporté, c'est juste les 150 dernières pages qui étaient assez difficiles. Ici l'univers il est beaucoup plus étendu, beaucoup plus développé et aussi beaucoup plus nuancé parce que on a différents points de vue qui permettent d'étendre géographiquement l'univers et du coup on découvre plusieurs autres facettes, on découvre plusieurs pans culturels de l'univers et aussi ça nous permet de remettre en question, de nuancer notre impression des héros. Il y a beaucoup de thèmes pas mal intéressants, alors par exemple j'avais noté l'héritage culturel, la question de la migration, la rigidité des valeurs conservatrices que représentent par exemple nos héros et aussi le racisme justement de nos héros. Ça permet de remettre en question un peu l'héroïsme de nos personnages principaux qui tour à tour ils vont commettre des choses assez discutables, enfin genre le héros Hilo. Il y a un plot twist même pas à la moitié du roman, j'étais en mode mais mec mais tu vas finir mal en fait, je mérite d'aller en enfer pour moi. C'était
hyper audacieux et c'est ce que j'adore, mais ça m'a mis mal à l'aise par rapport à lui, par rapport au héros et tout. Enfin, et du coup, depuis, j'ai eu un sentiment de malaise et c'est ça qui est génial aussi. C'est les personnages principaux, ils ont des valeurs qui sont très honorables comme l'honneur, la loyauté, la piété filiale, le sens du sacrifice, mais en même temps, ça semble justifier un peu les actions qui sont moralement grises, voire très condamnables. Et ça se peut, ils sont en train de brouiller leurs limites en fait, genre les limites morales qui devraient s'imposer. Et du coup, ça te crée une tension. C'est un univers, une intrigue qui est très mature, qui est très complexe et qui ose les choses en fait, tu vois, au niveau des personnages et tout. Au niveau de la politique aussi, c'est très poussé, il y a beaucoup d'alliances, d'enjeux, de complots, de trahisons et tout. Et en fait, il y en avait tellement qu'à la fin, j'ai fait une indigestion. Au début, ça m'intriguait de ouf, mais en fait, rien que déjà de le lire en anglais, et puis je trouvais que parfois c'était répétitif, parfois des scènes, j'étais mais est-ce que c'est nécessaire et tout. J'ai un peu lâché. La fin, en vrai, objectivement, elle peut être ouf, elle peut être dingue parce qu'il y a pas mal de plot twists, il y a pas mal de prises d'action, de décisions de certains personnages qui étaient secondaires jusqu'ici. Et du coup, c'était stylé, mais comme j'étais un peu lassée vers la fin, bon, le climax, j'étais pas au top pour moi, ce qui est dommage. Et je continuerai quand même le dernier tome, mais le truc, c'est qu'il est hyper gros en fait. Du coup, je vais un peu me reposer d'abord mentalement et je reviendrai pour finir la saga. Hey, et j'ai oublié de mentionner un des points les plus importants de la saga et qui était un de mes points préférés de cette histoire-là, c'est l'inspiration des cultures asiatiques et surtout de la culture chinoise en général, parce que du coup tu retrouves des parallèles avec par exemple la Chine, avec Taïwan, avec le Japon dans l'histoire au niveau de la politique, des enjeux, des complots, etc. Du coup c'était hyper passionnant d'essayer de regrouper, de retracer les parallèles avec la réalité. Et puis aussi on retrouve par exemple les valeurs chinoises, un peu les aspects de la société chinoise actuelle ou un peu ancienne, traditionnelle, avec par exemple l'aspect conservateur ou un peu la condescendance en quelque sorte des Chinois qui se croient supérieurs par rapport aux autres civilisations entre guillemets barbares. Et du coup c'était vraiment intéressant d'analyser tout ça et voilà. Ensuite il y a C'est chaud patate qui est de lire un pavé. Alors là en vrai j'ai un peu triché parce que j'ai dit que ça c'était un pavé, une couronne d'os et d'épines, j'ai dit que c'était un pavé alors que pour moi non c'est pas un pavé, ça fait 550 pages tu vois, en vrai c'est pas un pavé, c'est juste que c'est grand et c'est écrit petit, du coup je me dis bon ça semble être un pavé et je pensais j'allais un peu galérer. Et en fait se dire que ça c'est le premier roman de l'autrice, je trouve ça hyper fort. La richesse de l'univers, c'est incroyable, c'est vraiment très admirable, que ce soit au niveau de la mythologie parce qu'elle développe pas mal de légendes, de rituels, de traditions, aussi au niveau géographique. En fait l'univers il rappelle notre monde réel mais avec une touche d'originalité de l'autrice qui rend le récit hyper immersif et fascinant et exotique en quelque sorte. Et puis en plus le périple de l'héroïne va l'amener à voyager dans les différents royaumes, ce qui est super cool. C'est ouf en fait de développer tout un univers de fantasy aussi riche en un tome, enfin je trouve ça ouf. La première partie de ce roman c'était ma préférée parce qu'en fait du coup on découvrait les personnages et il y avait des personnages, genre j'ai trouvé trop attachant les relations des personnages aussi, genre il y a une relation amicale entre l'héroïne et putain le mec, je me rappelle plus de son nom, je suis désolée. Oh franchement il m'a fait passer par toutes les émotions parce qu'il y avait du angsty, il y avait de la tendresse, il y avait tellement de choses. Et puis aussi il y avait pas mal de mystères autour de certains événements qui m'ont maintenu en haleine, vraiment, genre je me cassais la tête, j'étais limite dingue en fait, tellement genre j'étais intriguée, je voulais savoir la suite, la vérité, et vraiment parce qu'en fait il y avait des mystères qui touchaient mes personnages préférés et du coup j'étais qu'est-ce qui se passe? Et durant la deuxième partie, c'est plus dans mes souvenirs sur la guerre, notamment la dernière partie, et j'ai beaucoup aimé aussi cette partie-là parce qu'il y avait pas mal d'enjeux, de politique. Après j'aurais voulu que la politique soit plus poussée, mais en vrai en un tome, en vrai c'est très réussi aussi, c'est juste moi qui pinaille un peu. Alors que juste avant, sur ce livre-là, je disais qu'il y avait trop de politique pour moi. Je suis trop compliquée, hein, je suis insupportable. L'autrice avait des parties pris au niveau de l'intrigue qui étaient hyper rafraîchissantes parce que c'était imprévisible et ça cassait en fait les clichés que je pensais anticiper. Au niveau de la romance justement, le couple endgame, j'ai pas accroché, mais j'ai aimé pendant ma lecture essayer de deviner avec qui l'héroïne allait finir parce qu'elle développe pas mal de relations très intéressantes avec plusieurs personnages. C'est vraiment un récit imprévisible, assez surprenant. Le cast féminin aussi, il est vraiment cool. Il est porteur d'un message féministe assez fort, surtout au niveau de l'héroïne. Et puis il y a aussi beaucoup de diversité, il y a beaucoup de réflexions assez engagées qui apportent une touche assez rafraîchissante et tout. Et du coup voilà, franchement c'est un livre très complet. Et c'était une aventure vraiment cool à suivre et voilà. J'ai pas pété, hein, j'ai fait avec... Et en dernière sous-catégorie c'était orangé, du coup une couverture
orange, truc de feu. J'avais mis Justicière et au final je ne l'ai pas lu. J'ai changé et j'ai mis Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. J'ai fait une vidéo entière dessus, franchement si vous allez la regarder. Ouais, c'est pas aller la regarder, elle dure 40 minutes mais il se passe pas mal de choses. Et je parle de mon avis de façon assez complète et j'ai la flemme de déblatérer maintenant, mais sachez que c'est ma meilleure lecture du Modern Fantasy. En plus j'ai rencontré l'autrice et tout, du coup ça fait vraiment un souvenir marquant. Et enfin la dernière catégorie, l'air. Je vais vous montrer comme ça parce qu'après il y a des reflets. Mais regardez, mais c'est trop beau. Bon, c'est pas que l'air là parce que les sous sa forme d'avatar, du coup ça va être avec les 4 éléments. On a Léger comme l'air qui est un livre de poche et c'est un livre que je viens de finir. Il s'agit du tome 2 et dernier tome de Kalam et il y a les post-it qui me griffent. Regardez, j'ai mis comme ça, c'est la première fois que j'utilise des post-it comme ça. C'est trop satisfaisant parce que du coup j'ai acheté des post-it transparents. Qu'est-ce qu'on s'en fout. C'était génial, c'était absolument génial. On a encore l'alternance entre le passé et le présent, mais dans le présent, il y a la révolte, la rébellion qui se met en place progressivement et du coup ça accroît une tension, mais de façon hyper stylée en fait. Tu vois, tu sens les choses qui se mettent en place, tu sens les alliances, tu sens les retrouvailles et tout. Du coup c'est hyper cool, surtout avec la fin du tome 1, t'es en mode... Ça va, non, c'est du lourd, c'est génial. Déjà au niveau des personnages, Darindal, c'est l'un des meilleurs personnages au niveau psychologique parce que sa psychologie, elle est pas bâclée. Tu sais, il a cette tourmente, il est très mystérieux, très taciturne, très renfermé, mais il y a ce côté très humain en lui, ce côté même vulnérable qui te pousse en fait à vouloir apprendre à le connaître, à comprendre ses faiblesses, d'où ça vient et pourquoi il est comme ça et à le soutenir en fait et à l'accompagner. C'est un personnage vraiment très émouvant, très sensible et en même temps très fort. Je dérive sur mon élément préféré de la duologie qui est la relation entre Darindal et Mora qui est l'héroïne. Leur relation, elle m'a fait passer par tellement d'émotions. Il y a ce cocon de solitude de Darindal, il y a Mora qui essaye de se rapprocher de lui, de faire en sorte qu'il lui prête attention. Ils se rapprochent, il y a cette délicatesse, cette tendresse assez particulière entre eux, mais en même temps il y a cette distance entre eux et franchement ça a créé des choses, c'était vraiment très beau en fait. Et comme avec Mora, c'était un peu maintenu en haleine, en anticipant un peu les réactions, les comportements de Darindal envers elle, c'était magnifique et notamment la fin. Alors pour la fin j'aurais préféré que ça coupe et que ça enlève l'épilogue parce que l'épilogue ça a un peu gâché mon truc parce que les dernières lignes du dernier chapitre avant l'épilogue pour moi c'était absolument parfait pour conclure une telle histoire. Genre la fin pour moi elle est amère, je la comprends et pour moi cette fin c'est un putain de chef d'œuvre parce que c'est réaliste, c'est pertinent, ça rend justice à la psychologie, au développement, à l'évolution des personnages et c'est magnifique mais en même temps il y a cette amertume. En fait ça m'a rappelé la fin de La Ville sans vent, genre j'ai ressenti ça, j'ai presque autant chialé. Je trouve que ce roman il y a vraiment une saveur particulière parce qu'il y a un souffle épique mais en même temps c'est mélancolique, en même temps il y a de l'humour parce que j'ai quand même pas mal ri à certains moments mais c'est vraiment ce souffle mélancolique qui porte le roman. C'est peut-être parce que c'est narration comme un conte ou quoi, parce que du coup c'est rapporté comme un conteur qui est en train de raconter une histoire. Du coup ça donne vraiment un truc particulier, un charme qui t'envoûte et qui rend le truc hyper immersif. Quand je repense à ça, je ressens de la mélancolie, de la nostalgie, ce genre de sentiment, cette douceur un peu amère aussi. C'est vraiment cool. Pour la deuxième sous-catégorie, c'était créatures ailées avec les dragons et les moustiques et les fées et je n'ai pas rempli cette catégorie parce que de base je voulais lire l'ours et le rossignol. De base je devais aller à la médiathèque pour l'emprunter et en fait ça a été emprunté et du coup j'ai pas pu et voilà, bah du coup j'ai pas pu le lire. Voilà. Et pour le dernier livre, j'ai passé très vite dessus, c'était un roman jeunesse avec Apprendre à voler. J'ai lu Cassidy Blake de Victoria Schwab. Alors je crois que j'ai un problème avec sa plume parce que j'ai essayé de lire Shades of Magic je crois et j'ai pas réussi à accrocher à la plume. L'intrigue était pas mal je crois, mais je sais pas, j'ai un problème avec la plume et ça m'a fait ça avec ce roman aussi. Il y a rien de particulier mais je sais pas, j'ai un blocage. C'était plutôt cool et en fait c'est marrant parce que c'est un livre jeunesse mais au niveau des fantômes et tout il y avait des moments où j'étais en mode je vais faire des cauchemars cette nuit. Il y a l'histoire, certaines histoires de fantômes qui est assez glauque en fait et du coup ça c'était plutôt cool. Après voilà, j'ai pas été embarquée de ouf mais j'aimerais bien lire la suite pour la relation entre les deux personnages. Cassidy c'est une fille qui peut voir des fantômes et lui c'est un fantôme et en fait j'ai envie de savoir l'histoire de lui parce qu'il est super adorable avec l'héroïne. Enfin ils ont une amitié, ils sont prêts à tout pour l'un pour l'autre et genre moi je suis en mode, ils sont beaucoup trop purs mais en même temps tu sens une certaine mélancolie, une certaine tristesse de la part de ce gamin. Bon en même temps il est mort quoi parce que c'est un fantôme, du coup tu te dis pas ouais bon il a l'air vachement heureux dans sa
vit. Et du coup j'ai vraiment envie de savoir la suite et voir comment l'héroïne va l'aider à faire la paix avec ses traumas, je sais pas trop, mais il m'intrigue de ouf. Enfin vraiment c'est leur relation en fait pour moi qui porte le récit et je me dis ouais pourquoi pas lire la suite. Ah oui, et j'avais lu ça aussi. En fait parce que l'autrice est venue en dédicace et du coup je voulais lire son livre pour la rencontrer et je sais pas papoter avec elle et tout au cas où si j'aime bien. Et du coup c'est Le Fléau des Lions. Le fléau des lions, le fléau des rois de Jent Lyons. Moi j'avais emprunté à la médiathèque, j'ai commencé et au final j'ai plutôt bien aimé, mais j'avais trop la flemme de lire parce qu'il est super gros et je voulais avancer dans mon mode de la fantasy et celui-là je savais pas comment le caser. Voilà, je pense que je vais jamais le lire parce que si je lis et que j'ai adoré, je vais tellement regretter de pas avoir discuté avec l'autrice. Voilà. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin et tout, merci, merci, merci infiniment. J'espère que ça n'a pas été long, j'espère que j'ai pas été trop ennuyeuse. Et si vous avez fait le mode de la fantasy, voilà, n'hésitez pas à en parler, ce sera hyper sympa. Je vous laisse et à bientôt peut-être.